Setembro de 2021. Pela primeira vez desde a conclusão da sua construção em 1836, o Arco do Triunfo esconde-se dos olhos do mundo para melhor se revelar. A cobertura do Arco do Triunfo é a mais recente obra do casal de artistas Cristo e Jeanne-Claude. Durante 15 dias, 25.000 metros quadrados de tecido reciclável prateado e azul e 3.000 metros de corda vermelha cobrem este monumento emblemático. Um gigante de pedra que há quase 200 anos contempla a história francesa, europeia e mundial. É uma das silhuetas mais conhecidas do mundo. Um dos monumentos mais visitados de Paris. Testemunho imutável da história, o Arco do Triunfo, um desejo de Napoleão, tem muito para nos fascinar. Napoleon wanted to have Paris to be a glorious city, the most beautiful city the world could ever imagine. Il veut un monument qui soit aussi grand et plus grand que les monuments de l'Antiquité classique. C'est un symbole, cet arc de triomphe, qui est visible, qui est compréhensible par le monde entier, au même titre que la Tour Eiffel. It's a monument for Napoleon, it's a monument against Napoleon, it's a monument for the heroes, it's a monument for protest. Quel type de triomphe, s'il garde ce nom, il pourra célébrer ou devenir le symbole? On peut rêver de que ce devienne le triomphe de l'homme sur lui-même. C'est une des fonctions des monuments que de construire de l'émotion, de susciter de l'émotion. I am on the Arc de Triomphe, looking at the Tour Eiffel, and just behind me, guess who is behind? The Champs-Élysées! L'Arc de Triomphe, c'est le cœur de Paris qui bat. Este monumento suscita paixões. Atrai tanto quanto repugna. Quem pode imaginar que a seus pés se escreveram grandes momentos da história francesa, europeia e mundial? E se estivesse aí o segredo para compreender o incrível destino do Arco do Triunfo? Há mais de 60 anos que o artista Cristo sonha fazer uma obra de arte intemporal, um ícone. O Arco do Triunfo, este gigante de pedra, testemunho imutável da história. Quand il est arrivé à Paris en 58, il a logé à 2 pas d'ici, rue Quentin-Bochart. Et depuis la lucarne de sa chambre de bonne, il pouvait voir l'Arc de Triomphe. Aussi, l'Arc de Triomphe est lié à sa vie.
Christo avait toujours l'habitude de dire que en cachant, on révèle en même temps. Esta não é a primeira criação artística de Cristo e da esposa Jeanne-Claude. Em 1985, cobriram a ouro a Pont Neuf, em Paris. Dez anos mais tarde, foi a vez do Parlamento da Alemanha unificada, o Reichstag, ser coberto pelos artistas. Quanto ao Arco do Triunfo, a obra é igualmente monumental. Mas a 31 de maio de 2020, o mundo toma conhecimento da morte de Cristo. O artista morre antes de ver desaparecer o Arco do Triunfo sob os seus 25.000 metros quadrados de tecido azul prateado. Apesar disso, nada impediria que o seu sonho mais antigo se tornasse realidade. Even Christo himself did not realize how big it is and how tall it is before he started thinking about the Arc itself. And one interesting fact is that the Arc de Triomphe is about 12 meters taller than the towers of the wrapped Reichstag. It's 50 meters tall. It's quite a substantial building. And the other thing which we did not realize is how windy it gets here, as you can hear right now. And it's because it's on top of the hill and all the avenues lead to the Arc itself. It channels the wind in a way, and like the wind picks up. And technically for us, that was also a challenge, because we have to construct everything in order to sustain these winds and to be safe in the winds and that are very strong. Jean-Claude used to say, we create works of art of joy and beauty, and that's it. That's it. Uma beleza a que ninguém fica indiferente. Todos os anos, desde 1975, o Arco do Triunfo surge nos ecrãs do mundo inteiro, reinando sob a última etapa do Tour de France. Aquela que todos os velocistas sonham ganhar um dia. Aquela que o campeão alemão Marcel Kittel teve a sorte de ganhar 3 vezes. Das erste Mal jetzt wieder hier zurück in Paris zu sein, nachdem ich mit meiner Radsportkarriere aufgehört habe und auch ohne Startnummer hier unterwegs bin. Und es ist der absolute Wahnsinn. Es ist genauso busy und stressig, aber diesmal mit Autos und nicht mit anderen Rennfahrern. Und irgendwo hier muss auch die Ziellinie der letzten Etappe der Tour de France sein, auf der Champs-Élysées. Es ist echt, es sind für mich einfach so viele Erinnerungen, die dazugehören einfach auch. Und es ist mega geil, hier zu sein. Ja, Paris! Champs-Élysées! Beautiful! Nice! Ich hatte noch nie so richtig Zeit, auf den Arc de Triomphe zu schauen, so wie jetzt. Es ist genauso viel Stress wie in der Tour de France, nur jetzt vom Verkehr. Die sind so gestört, die Franzosen. Komplett bekloppt, absolut crazy. Bei der letzten Etappe der Tour de France hier auf der Champs-Élysées mit dem Sprint, das ist einfach für mich ein ganz, ganz besonderer Ort, wo ich viele Emotionen auch verbinde, weil gerade hier auch die Tour de France zu beenden, 3 harte Wochen auf dem Rad wirklich hinter sich zu lassen und dann nochmal mit einem Erfolg nochmal irgendwie abzuschließen, ist einfach was ganz, ganz Besonderes. Und gerade dann auch nochmal auf einem Platz wie hier oder auch auf einer Straße wie der Champs-Élysées mit so viel Geschichte und Tradition, gerade auch
die noch zur Tour de France gehört, weil hier schon seit 1975 auch Etappenziel ist. Es ist eigentlich ein Militärdenkmal und steht natürlich vor allem, glaube ich, auch für Frankreich als ein großes Zeichen für besondere Tage, für festliche Tage. Unter anderem aber auch als Andenken an die Opfer des Ersten Weltkriegs, überhaupt aller Kriege. Und ich glaube deswegen, gerade für uns auch als Rennfahrer hier dann eben nochmal die Runde zu drehen. Ich hatte selber nie viel Zeit, um nach links und rechts zu schauen, auch den Arc de Triomphe wirklich zu genießen. Aber man spürt diese Aura und man weiß, dass es etwas ganz Besonderes überhaupt auf dieser Straße zu fahren. O Arco do Triunfo é, sem dúvida, monumento à parte. Todos os dias 14 de julho, França faz aqui desfilar o seu exército, demonstrando sob o olhar de todos a sua força e o seu poderio. Sobrevoado pelos fumos tricolores da Patrouille de France, o arco torna-se sublime, coroado de glória. E se os 9 alfajets da Patrouille de France ainda podem abrir a parada militar aérea e voar sobre os céus de Paris, devem-no a um homem cujo nome poucas pessoas recordam: Charles Godefroy. A 7 de agosto de 1919, Charles dirige-se ao aeródromo de Villacoublay e assume o seu lugar no aparelho, um caça Nieuport 11. Descola e voa em direção à Place de l'Étoile, com uma ideia insana: atravessar o Arco do Triunfo de avião. O aparelho, com uma envergadura de 7 metros, atravessa enviesado o tímpano, que não mede mais de 9. É uma verdadeira proeza. Um triunfo por baixo do arco com esse nome. Monumento coroado de honra. Quem poderia hoje imaginar as premissas do seu extraordinário destino? A história do Arco do Triunfo começa efetivamente num campo. Num planalto da atual Chequia, onde decorria uma grande batalha, daquelas que marcam a mudança de uma era. No início do século XIX, Napoleão reina incontestado sobre um império que vai da Bélgica à Itália. A sua ambição não tem limites. Quer ainda conquistar a Inglaterra. Reúne então o seu grande exército. 3 anos de preparação. Quase 200 mil homens. Algo nunca antes visto. A 2 de agosto de 1805, em Austerlitz, após 9 horas de combate, derrota as velhas monarquias europeias. Uma vitória estrondosa que apenas o Arco do Triunfo poderia imortalizar. On voit Napoléon qui est sur son cheval, avec à sa droite la garde impériale qui est immobile. On voit les grognards de Napoléon avec leur coiffe très reconnaissable. Et puis à gauche, on a l'infanterie qui est en train de fondre sur l'ennemi, les Autrichiens et les Russes. La cavalerie est en train de tomber dans des marécages. C'est une des batailles les plus célèbres qui est encore enseignée dans les écoles militaires de nos jours, pour sa tactique incroyable et le rôle de stratège de Napoléon. C'est à l'issue de cette bataille que Napoléon décide de construire un arc de triomphe en l'honneur des armées de la Révolution et de l'Empire. Il dit même à ses soldats à l'issue de la bataille, vous rentrerez dans vos foyers sous des arcs de triomphe. Donc l'arc de triomphe ne va pas simplement commémorer Napoléon, mais tous les soldats et la grande armée en particulier. O Império Romano fascina Napoleão, que quer fazer de Paris a nova Roma.
Para o seu arco, inspira-se nos arcos antigos e, mais especificamente, no arco de Tito, erguido no centro do Fórum Romano no primeiro século da nossa era. Napoleão não é o único. Tal como ele, todas as nações querem deixar no território a marca do seu poder. Por todo o lado se constroem arcos. As portas de Brandenburgo, em Berlim. O Arco de Wellington, em Londres. O Triumphfort, em Innsbruck, na Áustria. O Arco della Pace, em Milão. O Arco do Triunfo de Narva, na Rússia. Les Romains ont inventé l'Arc de Triomphe, le type architectural de l'Arc de Triomphe. C'est d'abord un monument de piété à Jupiter, qui a présidé au combat et à la guerre. Et lorsque le général victorieux revient avec ses troupes des combats, on lui érige un arc de triomphe. Et cet arc de triomphe est véritablement érigé pour Jupiter en rendant hommage, en remerciant le dieu du Capitole d'avoir favorisé la victoire. Alors, les troupes victorieuses avec le général passaient sur l'Arc de Triomphe et c'était, par ce geste sacré, une façon de purifier les troupes de la fureur guerrière et donc de les faire revenir à la normalité de la vie et à la paix. Com 50 metros de altura, 44 metros de largura e 20 metros de profundidade, o Arco do Triunfo de Paris continua a ser o maior arco da era pós-romana alguma vez construído na Europa. E Napoleão não escolheu a data de nascimento do seu arco de forma aleatória. Foi no dia 15 de agosto de 1806, no dia em que completava 37 anos, que os trabalhadores assentaram a primeira pedra do Arco do Triunfo a mais de 8 metros debaixo do solo. Uma profundidade excepcional para assentar as bases de um projeto à altura dos excessos do sonho do imperador. The stone from Chateau Landon was considered like marble. And they all said that we have to have this brilliant white stone. It is very attractive. It's very hard. Chagrin wanted to use it and Napoleon agreed. And they started having trouble with the deliveries. I think the problem was that the river, the Loing, was too shallow to carry the big loads. Efetivamente, as pedreiras de pedra branca da região de Paris não conseguem manter a cadência. O estaleiro é igual à ambição de Napoleão. Gigantesco. As dificuldades acumulam-se e os trabalhadores, exaustos e mal pagos, entram em greve. E quando Napoleão começa a acumular derrotas, dá-se um cataclismo. Os dois arquitetos do arco, dos quais o principal era Chagrin, morrem em 1811, com uma semana de diferença. It was so long because almost 12 years were doing nothing, because between the time Napoleon lost first in Paris and then in Waterloo, there was no building going on from 1814 basically until 1823, when Louis XVIII said we can start rebuilding. O arco só é concluído em 1836 e é inaugurado em segredo pelo rei Louis Philippe. A realeza está de volta ao trono. Napoleão, que morreu em 1821 em Santa Helena, não chegou a vê-lo em vida. Só na cerimónia de regresso das suas cinzas, a 15 de dezembro de 1840, debaixo de um frio intenso, Napoleão atravessará, por fim, o arco que tanto desejou. Mas será preciso esperar até 22 de maio de 1885, o dia da morte de Victor Hugo, para que o Arco do Triunfo faça, por fim, a sua entrada na história. Uma multidão compacta reúne-se, emocionada e silenciosa. Mais de 2 milhões de pessoas estão ali, presentes, para se despedirem do grande escritor. Todas querem acompanhar o autor de Os Miseráveis até à sua última morada. Um momento extraordinário, histórico. É o maior ajuntamento espontâneo alguma vez vivido em França. O corpo é exposto toda a noite sob o Arco do Triunfo, que ostenta uma faixa negra pela ocasião.
Alguns lugares têm, mais do que outros, o privilégio de testemunhar a história. A colina Étoile é um desses. Desde o antigo regime, há o desejo de erigir um monumento neste local de exceção, inclusive é um totalmente inesperado. Where the Arc de Triomphe is now standing could have been a huge elephant, big enough, as large as the Arc de Triomphe, very high, so that they could have concerts with inside. Could you imagine 50 people or 100 people in a concert? 30 musicians and a little orchestra? Nobody really thought that it was realistic. But it was there for many years in plans. O Arco do Triunfo não seria certamente tão célebre em todo o mundo sem a sua localização de exceção. E é a partir da Praça da Concórdia, no centro de Paris, que podemos observá-lo em toda a dimensão. L'Arc de Triomphe vient créer ce point focal. Sa grande hauteur, 50 mètres, en fait, quelque part, trompe la perspective, trompe notre regard, puisque en avançant, en zoom, on a l'impression, on ne sait plus trop s'il est près ou loin, et ça participe à la magie de cet espace. Il vient marquer une pierre importante dans ce dispositif que sont les Champs-Élysées, qui ont démarré en 1670, au moment où Louis XIV a pris cette décision de faire tomber les murailles qui entouraient Paris à l'époque, pour ouvrir la ville sur la campagne. Em 1667, é também Louis XIV que ordena que se trace uma via para ligar Saint-Germain-en-Laye ao Palácio Real do Louvre e ao Jardim das Tulherias. Com o traçado dos Campos Elíseos definido, Paris continuará a estender-se, anexando ao longo dos anos os concelhos limítrofes. Em 1869 caem as últimas barreiras visíveis de Paris. Inicialmente concebido como uma das mais majestosas portas de entrada em Paris, o Arco do Triunfo torna-se então um dos seus principais entroncamentos. À la fin du 19e, avant l'arrivée de la voiture, ce sont des calèches, des chevaux, des piétons, puisque c'était une avenue extrêmement fréquentée par les Parisiens. On venait se promener le long des Champs-Élysées et on avait même jusqu'à assez tard des pavés en bois. Les premiers pavés à Paris étaient des pavés en bois, donc on imagine même l'univers sonore qui était beaucoup plus celui du trottement des chevaux sur ces pavés en bois et pas de voiture. Com o passar dos anos, os Campos Elíseos transformam-se. De local de passeio e de divertimento, tornam-se um dos principais eixos de Paris. O eixo do progresso e da modernidade. A primeira estação de metro é aqui instalada em 1900. E, pouco a pouco, os passos dos que passeiam e o som dos cascos são substituídos pelos motores. A Praça da Étoile torna-se uma das passagens obrigatórias para entrar na capital. Mas para compreender o local central que o Arco do Triunfo ocupa, é preciso termos o privilégio de acedermos a um lugar que poucos pisaram. Do telhado, podemos ver toda a cidade de Paris. Là, on comprend que ça s'appelle la place de l'Étoile. Et je ne l'avais jamais vu. Quand même assez somptueux. Où là, on voit absolument tous les monuments de la capitale. La Défense, le Mont Valérien, bien sûr la Tour Eiffel. C'est assez incroyable. C'est assez inimaginable. Et quelle force! Cet axe, effectivement, qu'on perçoit parfaitement bien ici, depuis le haut de l'Arc de Triomphe, c'est une sorte de raccourci de l'histoire de France. C'est un livre ouvert. On voit le Louvre, mais il faut imaginer que devant le Louvre,
Il y avait à l'époque le Palais des Tuileries, qui a brûlé en 1870 au moment de la Commune. Et le projet de la Grande Arche va venir, quelque part, clôturer cet axe majeur, qui est l'axe finalement qui relie le pouvoir avec le Louvre, l'Élysée, et le pouvoir économique avec la défense et les grandes entreprises. Uma perspectiva única num mundo do poder simbólico inigualável, coroado pela imponência do Arco do Triunfo. Um símbolo de uma força tal que, nos momentos mais sombrios das guerras, era este templo da pátria que era preciso arrebatar para derrotar França. Em 1870, o exército prussiano invade Paris com um objetivo: arrebatar o seu coração. Entram na capital e dirigem-se diretamente para o Arco do Triunfo, mas os parisienses bloqueiam o acesso. Quando as tropas inimigas levantam por fim o cerco, incendeia-se palha e adubo sobre o grande arco. A honra dos vencidos está salva. No século XX, as guerras sucedem-se em solo europeu. A de 14-18 é, até à época, a mais mortal e a mais violenta de sempre. Mais de 20 milhões de mortos. Desta vez, França e os seus aliados saem vitoriosos. Paris regressa à vida de outrora. O armistício de 11 de novembro de 1918 dá lugar a ajuntamentos nunca antes vistos. A 14 de julho de 1919, o Arco do Triunfo testemunha o primeiro desfile vitorioso das tropas militares francesas. A emoção é intensa. Um acontecimento extraordinário. O pai da vitória, Georges Clemenceau, dirá: quem viu este dia, viveu. Le grand moment fondateur pour l'Arc de Triomphe, ça n'a pas été son inauguration en 1836, mais plutôt le 14 juillet 1919, au moment où il y a le défilé des troupes alliées sur les Champs-Élysées et qui traversent l'Arc de Triomphe. C'est le seul moment, finalement, le grand moment où l'arc a eu une véritable fonction triomphale. Avant, il n'y avait pas eu de triomphe. L'Arc de Triomphe recelait en lui un potentiel qui s'est exprimé finalement au XXe siècle, plus qu'au XIXe siècle. Justement pourquoi? Parce que c'est un monument guerrier et que les guerres ne se sont pas arrêtées avec Napoléon. L'homme a réussi à faire d'autres guerres encore plus destructrices. Et l'Arc de Triomphe était là, si on peut dire, prêt à servir pour commémorer ces autres guerres. Com 1,4 milhões de mortos, França pagou pesado tributo por esta vitória. Os 15.000 rostos desfigurados e os soldados mutilados lembram todo o horror que foi esta guerra. O Arco do Triunfo, que até então celebrava as guerras e a vitória, torna-se o território da paz reencontrada. O de todos os homens mortos pela pátria, o túmulo do soldado desconhecido. A 28 de janeiro de 1921, o soldado desconhecido é inumado sob o arco principal, em frente aos Campos Elíseos. Um soldado sem rosto, combatente anónimo e um herói, entre outros, na multidão dos sacrificados. Ici repose un soldat français mort pour la patrie. Et vous avez vu où on est? On est sous l'Arc de Triomphe. À quoi ça sert un arc de triomphe? Quand on en élevait sous la Rome impériale, c'était pour célébrer les victoires. Ici, c'est une tombe. Cette tombe sous l'Arc de Triomphe, elle a transformé ce bâtiment qui avait un côté de gloire, de célébration, de victoire militaire. Elle l'a transformé en un temple, et en un temple national,
Tout le monde peut se retrouver ici. On ne défilera plus jamais sous l'arc. On vient d'installer une tombe, on a creusé une tombe, on ne va pas marcher sur une tombe. On ferme définitivement la porte de l'arc. Alors pourquoi a-t-on choisi de mettre ici un soldat? Car ce n'est pas un maréchal, ce n'est pas un général, c'est le plus humble des soldats de l'armée française, celui qui a tout sacrifié jusqu'à son nom, jusqu'à son identité. Le plus petit, et c'est lui le plus petit qui est le plus grand, que toutes ces grandes gloires empanachées qui sont inscrites sur l'Arc de Triomphe. Mais vous savez, ça a tellement été improvisé que jusqu'au dernier moment, on a hésité. On pensait, pourquoi pas, le sceller, hein, là, ici, dans un des piliers, creuser, le placer à l'intérieur d'un pilier. Ici repose un soldat inconnu. Donc il y a eu des débats, mais finalement, la tombe a été retenue. Mais au départ, il n'y avait pas de flamme. Cette flamme-là, qui brûle en permanence, mais qu'il faut raviver tous les jours. C'est un petit peu, comme disait André Maginot, le ministre de la guerre, qui le premier ravive la flamme. C'est un peu l'âme de la France, c'est un peu l'âme de tous les morts. O Arco do Triunfo tem agora uma alma. De símbolo de guerra, tornou-se símbolo da paz. Desde 1923 não passa um dia sem que a chama do soldado desconhecido seja reavivada. Mais do que nunca, o arco está vivo. Todos os dias 11 de novembro, é aos seus pés que os grandes deste mundo se recolhem em paz. « 11 de novembro de 2018 marca o centenário do armistício da Grande Guerra. Mais de 70 chefes de Estado e de Governo reúnem-se em torno do presidente francês. Um dia marcado pela voz da cantora Angélique Kidjo e pela sua canção Bleu. Bleu, c'est une chanson qu'on chante dans plusieurs circonstances. Ça peut être un chant de bénédiction, comme ça peut être un chant de remerciement, mais c'est un chant qui vous appelle à être reconnaissant de tout ce que la vie nous a donné. Quand je suis arrivée le matin, bien avant que les chefs d'État n'arrivent et tout, et que j'ai été répétée, quand j'ai entendu ma voix résonner sous l'arche, j'ai pris un grand souffle. Je me suis dit, ce n'est pas le même son que ma voix a sous cette arche. C'est ma voix, mais sans ma voix. C'est-à-dire que dès la première note que j'ai sortie de ma bouche, l'Arc de Triomphe s'est approprié cette note-là. Je me suis dit, c'est un moment de paix pour moi. Je suis là pour chanter, pour faire comprendre à ceux qui sont à la maison, comme ceux qui sont assis là, que ce sont des êtres humains qui ont été choisis par d'autres êtres humains pour être des dirigeants. Et que leur devoir à tout un chacun d'entre eux, c'est de faire de telle sorte que les citoyens de leur pays soient en sécurité. Donc quand j'étais là, ce jour-là, sous l'Arc de Triomphe, je portais les voix aussi de tous les soldats, qu'ils soient africains, qu'ils soient français, qu'ils soient américains, qu'ils soient anglais, tous ceux qui ont participé à cette guerre, qui ont donné leur vie pour que nous vivions dans une démocratie dans laquelle nous sommes aujourd'hui, de leur dire merci. Parce qu'on ne leur dira jamais assez merci. Cet endroit est un endroit qui nous rappelle et qui nous rappellera toujours quand on sera sur le point de prendre une décision d'aller en guerre, de se dire, est-ce que ça vaut encore le coup? En tant que citoyenne
du monde, moi, l'Arc de Triomphe, pour moi, c'est un repère. Ça l'a toujours été. C'est le phare dans la nuit qui nous guide, où on se rappelle les pertes de vie humaine. Et c'est pour ça que cet endroit est aussi magnétique. Je me dis, ceux qui ont la haine, ils n'ont qu'à venir sous l'Arc de Triomphe. Rester silencieux un peu pour écouter les voix de ceux qui sont partis. Parce que la haine, c'est facile. L'Arc de Triomphe, je dirais, c'est le cœur de Paris qui bat. Et ça n'a pas de couleur, ça n'a pas de nationalité, ça n'a pas de langue. Ça appartient à tout le monde. En conflit, comme en période de paix, l'Arc de Triomphe est là. Uma presença que não impedirá os horrores da guerra de voltarem para atormentar terras europeias. A 14 de junho de 1940, após uma guerra relâmpago, o exército alemão entra em Paris de manhã bem cedo. A Wehrmacht desfila nos Campos Elíseos, exibe-se em torno do Arco do Triunfo. O coração de França é roubado. As bandeiras francesas são retiradas. O francês desaparece dos sinais de trânsito e os relógios são postos na hora alemã. Les Allemands donc défilent le 14 juin 1940 sur les Champs-Élysées avec en arrière-fond l'Arc de Triomphe. Pourquoi ? Parce que l'Arc de Triomphe, c'est le symbole de la gloire militaire française. Donc le fait de défiler sur les Champs-Élysées, la plus belle avenue du monde, avec en arrière-plan l'Arc de Triomphe, c'est une image très forte qui montre à la fois la rapidité, la brutalité et l'intégralité de la victoire allemande. C'est un symbole, cet Arc de Triomphe, qui est visible, qui est compréhensible par le monde entier, au même titre que la Tour Eiffel. Quel lieu aurait pu le mieux marquer, au fond, ce triomphe écrasant de la Wehrmacht. En quelques 6 semaines, ce qui était considéré comme la première armée du monde avait en effet été défaite. Donc la place de la Nation, la place de la Bastille, ça ne dit rien à l'étranger. L'Arc de Triomphe est unanimement, universellement connu, les Champs-Élysées également, et on comprend que les Allemands ne se soient pas privés de cette image de propagande. Com o coração ferido, os estudantes da França ocupada reagem. A 11 de novembro de 1940, folheto circula incitando-os a juntarem-se sob o Arco do Triunfo para honrar o soldado desconhecido, apesar da proibição do ocupante alemão. À partir de 16h, vous avez des groupes de lycéens, d'étudiants qui convergent vers l'Arc de Triomphe. Ces jeunes Français n'auraient pas pu aller à la Tour Eiffel, n'auraient pas pu aller à Place de la Nation, Place de la Bastille. Le lieu véritablement historique qui symbolise de manière la plus vive le patriotisme français, c'est l'Arc de Triomphe. Et c'est pour cette raison même que les lycéens et les étudiants y convergent. Vous avez donc des dizaines, peut-être des centaines de bouquets qui vont être déposés sur la tombe du soldat inconnu. Bien entendu, pour les Allemands qui sont habitués au maintien de l'ordre, qui veulent imposer leur joug, imposer leur loi, il est intolérable, il est inadmissible que des manifestants se trimballent comme ça dans Paris. Donc, ils vont réprimer la manifestation. Vous allez avoir des manifestants qui sont arrêtés. Alors, combien, là, les bilans divergent. On peut dire qu'en gros, vous avez 3000 manifestants et qu'en gros, vous avez de 100 à 200 arrestations. Esta manifestação é como raio que cai sobre o ocupante. É a primeira ação drástica de resistência em França. É a prova de que em solo nacional a resistência existe. On a toujours l'impression qu'un pouvoir autoritaire, et dans le cas du nazisme totalitaire, impose une loi extrêmement brutale. Ce qui a été le cas, bien évidemment. Mais si vous essayez de tout contrôler, si vous maintenez le couvercle sur la marmite, sur la cocotte, de manière trop pressante, eh bien cette cocotte, elle explose. Donc même un pouvoir aussi brutal, aussi cynique, aussi abject soit-il, est obligé de laisser un certain nombre de marges
sous peine de voir l'ensemble de la population ou des catégories de cette population se révolter. C'est un risque, bien entendu, que les Allemands ne veulent pas courir. Entre laisser quelques anciens combattants ranimer la flamme et l'interdire, ce qui provoquerait éventuellement de la rancœur, de l'aigreur, peut-être des protestations de Vichy, les Allemands ont choisi. Pour la première fois, le cri des sirènes devient un chant. Et les cloches de tous les clochers s'ébranlent pour un nouveau Noël. La naissance d'une nouvelle paix. Paris est libre. It was very pleasant to be around when liberation came to Paris. Les Parisiens, ivres de liberté, acclament l'armée légendaire de Leclerc. Merci, merci beaucoup, the Parisians shout. Les quelques Britanniques qui se trouvent dans la capitale reçoivent un hommage émouvant et enthousiaste de la foule parisienne. Le général de Gaulle reçoit, entouré de ses compagnons de la première heure, l'hommage vibrant et unanime des Français. Ils se souviennent que son nom était le symbole de la lutte contre l'ennemi. 25 de agosto de 1944. Paris está livre. Uma vitória francesa, mas antes de tudo, a vitória do mundo livre. Ao lado das bandeiras tricolores, esvoaçam bandeiras inglesas e americanas. A multidão em festa, a vibrar de alegria, junta-se em torno do general de Gaulle, ao pé do Arco do Triunfo. O arco torna-se para o mundo inteiro o território da vitória sobre o nazismo, o lugar onde se escreve a história do mundo. Contudo, raros são os que conhecem a história gravada nas suas paredes. Para a entender, têm de se aproximar, de observar de perto, têm quase de lhe tocar. O Arco do Triunfo é um arco que fala, moldado pelas peripécias da grande história à qual esteve ligado. Nele estão para sempre inscritos os nomes dos 660 generais e das 158 batalhas ganhas pela França na época de Napoleão. E a lembrança das guerras mais recentes. A Guerra da Coreia em 1950, ou a da independência da Indochina e da Argélia. Entre todas as esculturas, há uma que se destaca. Um ícone, a estátua da Partida dos Voluntários, de François Rude, a que chamam a Marselhesa. On a d'abord le groupe central du vieux Gaulois qui brandit son casque et qui entraîne à sa suite le jeune homme prêt au sacrifice. Vous voyez, il est nu, il va au sacrifice. On a l'autre épisode des personnages à l'arrière, les vétérans qui sont sous le poids de leur bouclier. Un autre homme plus âgé qui semble donner des conseils aux plus jeunes à l'arrière. On a un autre soldat qui sonne dans une trompette, qui appelle à la bataille. Nous voyons les lances aussi qui semblent s'entrechoquer à gauche et les étendards qui volent au vent. Donc on a véritablement l'impression d'entrer dans ce relief. Ce sont des personnages qui passent devant nous. Il y a comme un mouvement circulaire de la droite vers l'avant et ensuite vers la gauche. Et puis au sommet, évidemment, c'est ce génie de la guerre qui appelle au combat les combattants. On dit que Rude a pris comme modèle sa femme qui criait. Donc c'est vraiment en ça qu'il va aller vers plus de réalisme. Dès l'inauguration, on a trouvé ce monument et ce relief incroyable. Les gens ont été même un peu choqués de le voir parce qu'on n'avait jamais vu une expression aussi dramatique sur le visage. Ses jambes écartées, ses bras écartés, cette exagération de l'expression, c'était nouveau. Uma estátua revolucionária, exatamente. Desejado por um imperador, construído por um rei, acabou por ser a República a consagrar o Arco do Triunfo. No século XX, torna-se um meio de contestação. Vai ser usado para dar voz àqueles que ninguém ouve, àqueles que ousam, que desobedecem, que lutam
por uma sociedade mais justa. É o símbolo da nação. O povo apropria-se dele e quer dar-lhe um novo sentido. Alors, il faut bien être conscient que des lieux dans Paris qui suscitent des images, qui sont des images qui sont diffusées internationalement, que c'est une des fonctions des monuments que de construire de l'émotion, de susciter de l'émotion. Parce que cet arc de triomphe, indépendamment qu'il flanque au sommet la plus belle avenue du monde, il dit Paris. Il dit Paris, or les images que l'on construit dans cette circonstance, comme en d'autres, sont des images qui doivent être perçues, comprises, appréhendées par tout un monde pour qui la Tour Eiffel, d'une part, et l'Arc de Triomphe disent immédiatement Paris, à l'autre bout du monde. Et il participe de la construction d'un espace qu'on redessine, qu'on retransforme et dont les usages se modifient. Em dezembro de 2018, pela primeira vez, o Arco do Triunfo é ferido. Manifestantes desordeiros entram sem autorização. As paredes são pintadas. A cópia do rosto de Marianne destruída. No mesmo momento, um grupo de coletes amarelos rodeia a chama do soldado desconhecido para a proteger. O Arco do Triunfo paga o preço daquilo que acredita ser o símbolo da nação, visado e sagrado. Mas atualmente, que triunfos celebram o Arco? Acima de tudo, os das grandes vitórias no desporto e dos seus heróis. Quand je regarde là comme ça, j'imagine qu'à l'époque, les chants, l'Arc de Triomphe, c'était full, c'était plein d'énergie, plein de joie. C'était l'endroit rêvé pour communier. Alors, le bus qui a mis du temps pour monter tout le long des Champs-Élysées, plus de 3 heures pour monter, rendez-vous compte. Et c'est là où on a pu échanger avec le public, les remercier finalement parce qu'ils nous ont soutenus tout le long de cette compétition. Et les chants avec le bouquet final, le feu d'artifice, l'Arc de Triomphe. C'était vraiment un moment particulier. Le 1, le 2, le 3-0. On s'en rappelle tous comme si c'était hier. C'est vraiment magnifique. Here we are, laissez-moi découvrir ça. Laissez-moi découvrir ça. Les Champs-Élysées, vue de l'Arc de Triomphe. 22 ans ont passé et c'est encore chargé d'émotions. On s'imagine la foule qui remplit les Champs-Élysées et les yeux tournés vers l'Arc de Triomphe parce que finalement c'est là que ça se passe. L'énergie, elle est là. C'est vrai que c'est fantastique, c'est le mot qu'il faut, c'est le qualificatif qu'il faut prendre. Je ne savais pas que ça allait être aussi beau et aussi intense d'y retourner, de me positionner sur l'Arc de Triomphe et de pouvoir imaginer à nouveau ces Champs-Élysées pleins avec notre bus qui monte. Je pourrais en avoir les larmes aux yeux parce que j'avais 30 ans à cette époque, j'étais jeune, solide. On avait cette Coupe du Monde dans la main. C'était beau, c'était unique, il fallait le vivre. L'association des éléments fait que les Champs-Élysées, trophée, communion du public, Arc de Triomphe en bout de course, ça rendait le moment magique. Alternadamente testemunho e ator dos grandes acontecimentos da história, o Arco do Triunfo contém as emoções de toda uma nação. No centro de uma cidade que evolui, os combates de ontem dão lugar a lutas mais globais, as de uma cidade mais tranquila e calma. Paris
sonha ser uma cidade mais verde. Quer ter um novo encanto. Tornar-se uma cidade modelo para o futuro, onde o Arco do Triunfo, sobranceiro sobre a avenida mais poluída de França, quer continuar a desempenhar um papel importante. Je ne sais pas si avec une expérience de jeune conducteur d'essayer de faire le tour de l'Étoile, c'est une épreuve initiatique dont on se souvient pendant longtemps. On a 65 000 véhicules sur les Champs-Élysées eux-mêmes, plus tout ce qui vient de la Grande Armée et donc de toutes les avenues radiantes. Donc c'est devenu le plus grand rond-point de France. Finalement, avec tout ce trafic autour, on ne le voit plus, on ne le remarque plus, à part les touristes qui viennent risquer leur vie chaque jour pour se prendre en selfie devant. C'est un vrai capharnaüm de matériaux, de traitements urbains très différents qui, au fil des ans, se sont dégradés. Donc, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Naturellement, réduire la taille du trafic sur les Champs-Élysées et donc aussi sur la place de l'Étoile, de végétaliser un peu mieux cette partie-ci et peut-être d'avoir même des formes de butées qui permettraient aux passants, aux touristes de pouvoir s'isoler un petit peu du trafic, prendre un point de vue un petit peu plus aérien et pourrait avoir à chacune des 4 angles ou 5 angles un kiosque pour pouvoir prendre un verre, pour pouvoir s'asseoir, se reposer et le tout dans un écrin de verdure et de silence qui permettait de contempler et d'aller visiter l'Arc de Triomphe. Peut-être que si on arrivait à faire cette grande mutation, cette transition écologique et transformation, réenchantement des Champs-Élysées, de l'axe majeur et donc de l'Arc de Triomphe, ce serait l'occasion de lui donner une nouvelle signification symbolique, celle peut-être d'une réinvention d'une ville plus naturelle, plus équilibrée, plus écologique, et que cette ceinture de verdure qu'on pourrait poser au pied de l'Arc de Triomphe en ferait demain peut-être ce symbole d'une transition écologique et d'une ville plus durable et plus désirable pour les générations futures. Aos pés do Arco do Triunfo, outras histórias são agora escritas. As histórias da sociedade francesa, longe das guerras e dos triunfos imperiais. O Arco do Triunfo é uma joia de pedra, um monumento de paixões que continua a exercer o seu poder de atração sobre a França e sobre o mundo inteiro.